Je pourrais payer pour assister aux réunions qui approuvent ce genre de jouet. Paf, et là tu déballes et il sort son gros canon pour tirer des grosses cartouches comme un Transformer. Oui mais Jordan, ça fait plus trans que Transformers là, t'es sûr que tu veux laisser ça là? Bah ouais, tu voulais le mettre où? Bah je sais pas moi, sur l'épaule, un petit peu à la War Machine. Ah non, ah pas sur l'épaule, après tout le monde va croire que c'est sa tub. Bah ouais, pose ta tub sur mon épaule. Pas de malin les gars. Un grand merci à Ginab, un fidèle spectateur du JT qui m'a offert cette figurine que vous voyez derrière moi dans toute sa puissance virile, elle est collector. Bon allez, passons aux choses sérieuses, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actualité de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le JT Comics, le numéro 195 quand même, et tout de suite on passe aux news de la semaine. La mort. Et on commence avec un petit sujet guilleré et tout léger, puisque l'éditeur en chef de chez Marvel, Sibi Cebulski, était en convention en Suède et qu'il a parlé de la mort. Mais alors rassurez-vous, tous ceux qui passent le bac philo bientôt, la mort ici, c'est simplement la sieste que font certains personnages de chez Marvel avant de revenir en pleine forme. Et justement, il a tenu à redramatiser un petit peu la situation. La mort fait partie de l'univers des comics et en particulier de l'univers Marvel. Mais la mise à mort d'un personnage n'est pas facile. Et beaucoup pensent que c'est un processus que nous ne prenons pas au sérieux chez Marvel, alors que si. Il y a toujours beaucoup de débats. Si un scénariste pense que nous devons tuer un personnage, il faut que ce soit toujours justifié par l'histoire et non par sensationnalisme. D'abord, le scénariste et l'éditeur se mettent d'accord, puis ensuite, toute l'équipe éditoriale entre en jeu. Il a ensuite abordé la politique éditoriale de chez Marvel des années 2000, quand Joe Quesada était éditeur en chef, qui voulait arrêter de faire revivre tout le monde à tout bout de champ, et qu'il avait dit « mort, c'est mort ». Pas une chanson de Johnny, ça. Et il a dit qu'en réalité, ce n'était pas faux, mais que lorsqu'il trouvait un bon scénario avec un impact émotionnel qui justifierait le retour d'un personnage, eh bien, il était plus mort. Donc c'est faux. Et après, on a compris que chez Marvel, c'était des putains de psychopathes, puisqu'il dit, pour chaque personnage mort que vous voyez dans un comics, il y en a une douzaine d'autres qu'on a épargnés. Michel Fourniret. Et il a terminé en disant, en tant qu'éditeur en chef, je ne veux pas que ça, sous-entendu la mort, soit utilisé pour booster les ventes. On a aussi appris que son équipe préférée depuis sa plus tendre enfance, ce sont les X-Men, avec une mention spéciale pour un de ses personnages préférés de chez Marvel, Danny Moonstar, que le moment le plus triste pour lui chez Marvel, c'est la mort de Gwen Stacy, qui est pour lui le vrai amour de Peter Parker, en dépit de Mary Jane. Et quelqu'un a demandé si Marvel avait prévu de fermer boutique, ce à quoi il a répondu un non catégorique. Batman, saison 2. Bon les amis, aujourd'hui est un grand jour, puisqu'hier a officiellement été lancée la saison 2 de la campagne pour le meilleur jeu de plateau Batman qui existe, le Gotham City Chronicles par Monolith, qui d'ailleurs propose de casser la spéculation et de bousculer un petit peu les codes, puisqu'il propose le contenu de la saison 1 que vous voyez derrière moi, pour ceux qui l'auraient loupé à prix pareil, et puis au choix de picorer sur un nouveau contenu, celui de la saison 2, qui vient ajouter plein de choses. J'ai la liste, 9 nouvelles missions dans le mode aventure, ainsi que des nouveaux personnages qui pourront être utilisés aussi dans certaines missions de la saison 1, 10 nouvelles missions versus, versus c'est le mode à 2 joueurs, ce jeu se joue en mode aventure de 2 à 4 joueurs, voire même 5 avec la nouvelle saison, il y a un 5e joueur qui est ajouté, mais en mode versus il se joue qu'à 2 avec une orientation plus escarmouche. Dans les expansions et les add-ons de la saison 2 qu'on peut prendre individuellement, il y a des dingueries les amis. Déjà il y a 2 nouvelles cartes qui sont proposées, donc les égouts et le commissariat de Gotham City. Et quand Harvey Bullock lâche une caisse, on a du mal à distinguer les deux. Puis chez les nouveaux persos, on a du Grant Morrison avec tout le Batman Inc, avec notamment le Night Runner, notre Frenchie, le Chief Man of Bats, le El Gaucho et tous les autres. Le Professeur Pig, toujours inventé par Morrison, et son crew d'animaux un peu flippants, inventé par Snyder. D'ailleurs, il y a pas mal de New 52, il y a le Bat Gordon et Rookie, c'est comme Chappie, mais en version chauve-souris. Poison Ivy et ses bébés qui ont pas l'air trop vegan. Toute la Ligue des Assassins, le Père, la Fille, Raz, Talia, The Heretic, Shiva. Un mode Suicide Squad avec El Diablo, King Shark, Bronze Tiger, Black Manta, un truc de dingue. 34 nouvelles figurines à ajouter à sa team pour le mode versus. Donc on a le Batman du Rebirth dont la figurine est magnifique. Terry McGuinness, donc le Batman Beyond, Etrigan, donc le démon de Jack Kirby qui a été magnifié par Garth Ennis et par John McCrea. Une superbe variante de Mr. Freeze, KGB, donc qui a été créé par le papa de Thanos, Jim Starlin. 2 versions du ventriloque, donc Arnold Wesker et Shauna Belzer, du coup ça fait 4. Carmine et Falcon ou encore Red Hood. C'est un super jeu qui est bien dosé, une fois qu'on maîtrise un petit peu les règles, en faisant des parties ça vient très rapidement. Moi j'ai pu faire déjà une partie, ça nous a duré quelques heures de jeu et bon,
J'ai perdu, mais ça c'est pas grave, hein, c'est parce que j'avais pas Batman, c'est tout. En tout cas, big up aux équipes de chez Monolith qui travaillent dur et qui méritent tout le succès qu'ils auront, hein, et même plus encore, hein, puisqu'avec eux, on bouscule les codes, il n'y a pas de chichi, pas de stretch goal, pas de faux suspense. Cette saison 2, c'est 15 jours de campagne. Soit tu prends ce que tu veux prendre à la carte, hein, de la saison 2, soit tu prends toute la saison 1 au même prix qu'avant, à 295 €, soit tu prends toute la saison 2, le all-in, à 282 €. C'est simple, c'est basique, soit tu prends les deux, évidemment. Le rapport qualité-prix est ouf quand tu le convertis en heures de jeu, en heures de peinture et en heures de modélisme. Et j'ai vu, hein, ils ont un forum où les gens sont très actifs qui s'appelle The Overlord, des types qui faisaient les décors en 3D. Hein, donc on est sur un autre niveau de modélisme et je sens que je vais craquer, hein, mais je me demande juste pourquoi il n'y a que 24 heures dans une putain de journée. Je vous mets le lien de la campagne dans la description et je vous prépare un petit live, hein, la semaine prochaine très probablement, avec toute la sculpture au team, hein, où on jouera à 4 un scénario de la saison 1. Annie Black Label. Le DC Black Label Soupline, puisqu'il est toujours bien adouci, nous sort sa toute première maxi-série en 9 chapitres hors continuité. Ça s'appelle Joker Harley Criminal Sanity. C'est écrit par Camille Garcia, c'est dessiné par Mike Mayhew et Miko Soyan et les couvertures sont signées par celui que l'on surnomme Copy Comics, Francesco Mattina. Le pitch est simple, la jeune psychiatre légiste Harley Quinn va faire face à l'affaire la plus terrible de sa vie lorsque sa coloc est brutalement et sauvagement assassinée par le terrible criminel, le Joker, qui dans cette version est sain d'esprit, enfin sain d'esprit, comme un psychopathe. C'est donc un tueur au sang-froid et impossible de ne pas penser à Hannibal Lecter et Clarice Sterling en lisant ce genre de synopsis. Et comme c'est un de mes livres préférés, ben je suis chaud brûlant. La frontière. La semaine dernière, on se demandait ce qui avait bien pu se passer chez DC, chez Tom King, pour qu'il bouleverse ainsi ses plans sur la série Batman. Et bien, cette semaine, on a peut-être un élément de réponse, c'est la Hollywood Money, tout simplement, puisqu'il rejoint Ava DuVernay à l'écriture du script du film New Gods. Alors attention, hein, je suis très content qu'un auteur puisse gagner sa vie et très bien avec les fruits de son travail, et j'aimerais que les auteurs de ciné, les auteurs de comics soient aussi bien payés les uns que les autres, et j'ai tout à fait confiance en Tom King et en son amour pour Jack Kirby et tous ses personnages pour écrire ce film. Seulement ça illustre un phénomène qui n'est plus du tout à prouver, hein, celui de la porosité entre les comic books, la BD, hein, et le cinéma, qui est un petit peu le Graal de tout auteur de comics du coup, alors que on pourrait se demander si le médium du comics ne pourrait pas exister et survivre tout seul, hein, comme un grand, comme lui. C'est un reproche que l'on fait constamment à Mark Millar en disant oui mais tous ces comics c'est que des storyboards pour les adapter en film, même avant qu'il signe son contrat à plusieurs millions avec Netflix. Et ce qui est cool c'est que là aussi ces artistes ont croqué et la Hollywood Money attire les auteurs, même ceux qui sont les plus rentables du business. Frank Miller avait coproduit et co-réalisé le petit bijou qu'est Sin City, aussi bien en comics qu'en film, et on a vu très récemment une image de Cursed, la nouvelle série qu'il coécrit et coproduit pour Netflix, où il revisite un petit peu le mythe arthurien. La sortie est prévue pour 2020. Donny Cates a terminé l'écriture du script de God Country pour le cinéma et on apprend qu'il a été consultant sur la prochaine saison, la 3e du dessin animé Marvel Spider-Man, qui sera comme par hasard intitulé Maximum Venom. Et le roi du camelto, Stan Lee, coproduisait beaucoup de productions du Marvel Cinematic Universe, et même depuis sa tombe il continue d'estampiller des projets, hein, puisque sa société Power Entertainment produit une série d'animation avec Arnold Schwarzenegger où il revient à la maternelle, non pas en tant que flic cette fois, mais en tant que super-héros qui a perdu ses pouvoirs mais qui va aider une jeune génération d'enfants qui eux développent des pouvoirs en leur apprenant des conseils de morale et de fitness. Un mix entre Michel Serres et Thibaut InShape. En tout cas ça ouvre clairement un débat, un comics versus cinéma. Existe-t-il encore des comics qu'aucun film ne pourra jamais adapter ou raconter en étant à la hauteur? Moi je pense que vu même Watchmen qui est tenu en haute estime, ou alors Hellboy dont on ne reparlera pas, on en reparlera une autre fois, et je pense que le comics en tant que médium a encore de beaux jours devant lui. Cinépique. Et cette semaine, 3 grosses nouvelles ciné, hein, et la première c'est celle qui flotte dans les airs depuis quelques semaines déjà, un petit peu comme un gros nuage de méthane un petit peu lourd, hein, façon post-choucroute. Robert Pattinson a été validé en tant que Batman par la Warner. Il ne reste maintenant plus qu'à libérer l'emploi du temps de l'acteur, puisqu'il y aurait 3 films, mais ça serait une simple formalité, et si on en croit le tweet à peine cryptique du réalisateur du prochain Batman, Matt Reeves, hein. Et maintenant on rentre dans la seconde phase des spéculations, hein, puisqu'on parle des vilains du film, et on sait qu'il y aura plein de vilains, un petit peu comme dans la salle d'écriture du scénario de la saison 8 de Game of Thrones. On parle de Catwoman, du Pingouin, de l'Homme Mystère et même des alliés potentiels de la Chauve-souris, et on apprend que Robin pourrait figurer au casting, et donc il devrait avoir 4 ou 5 ans et demi à peu près. La deuxième nouvelle, c'est une excellente nouvelle pour nous, mais une très mauvaise nouvelle pour quiconque se trouvera en face de lui. Keanu Reeves pourrait rejoindre le MCU en incarnant
un éternel, il serait courtisé par les studios de chez Marvel, et il peut même incarner le lutteur éternel de seconde zone, El Vampiro, que je suis quand même chaud brûlant. Keanu Reeves, c'est quelqu'un qui travaille énormément chacun de ses rôles, donc j'y fais une confiance mais totale. Et avec la dernière nouvelle, la boucle est bouclée, c'est comme un Human Centipede qui serait fermé sur lui-même, un espèce d'inceste créatif, puisque Quentin Tarantino adaptera le comics Django Zorro qu'il a écrit lui-même d'ailleurs chez Dynamite et chez Vertigo, et qu'il avait déjà adapté d'un film qu'il avait aussi écrit lui-même, Django Unchained. L'histoire est simple en plus d'être magnifiquement dessinée. C'est un vieux Don Diego de la Vega, donc un old man Zorro, qui recrute Django pour l'aider à libérer toute une population indigène qui a été réduite en esclavage, et on imagine que Christine Angot sera au casting du coup. Assemble! Et un zeste de jeu vidéo avec l'éditeur Square Enix qui annonce qu'il lèvera le voile sur son projet de jeu Avengers à l'E3. Et autant chez mon grand-père j'aime pas trop ça, mais là il y a eu des fuites et c'est tout à fait réjouissant, puisque je cite, on apprend par un programme qui a fuité en ligne que ce sera l'expérience ultime avec des séquences de jeu proches de l'expérience cinématographique, du jeu solo et du jeu en coop jusqu'à 4 joueurs. J'espère que ça sera aussi disponible en local sans que ça soit trop splitté l'écran. En tout cas on aurait passé des bons moments et je vous laisse me dire ce que vous en attendez dans les commentaires. Lisez, lisez et lisez. Moi cette semaine je me suis jeté sur le second opus de X-Men Grand Design Second Genesis, comme tous les musulmans se sont jetés sur le repas de l'Aïd hier. C'est par Ed Piscor. Ed Piscor, c'est un virtuose dont l'amour pour les X-Men transpire dans ces œuvres-là, qui ambitionne de résumer toute l'histoire des X-Men. Si vous aviez aimé le premier opus, vous aimerez le deuxième, et vice versa. Si vous n'avez pas kiffé, vous kifferez sûrement pas. Il y a quand même une différence, c'est que ce second chapitre se consacre exclusivement à la période Claremont et Byrne, à la période cultissime, et je pense que même si le travail de synthèse est très bien effectué, automatiquement on y perd une petite part de chaleur. C'est ça la différence entre être bercé, être plongé dans une aventure et la lire mois après mois, et en lire même le meilleur des résumés. Bon, il y a aussi des pin-up d'artistes, donc par Arthur Adams, par Joe Madura, par Jim Lee ou par Todd McFarlane, et vous avez l'œuvre du Giant Size X-Men numéro 1 qui a été recolorisé par Ed Piscor, ce qui me fait vraiment envie d'avoir tous les vieux X-Men et tous les vieux comics recolorisé par Piscor, parce qu'il y a vraiment le grain de l'époque, un grain qu'on n'a pas sur les recolorisations modernes. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Merci à vous qui le partagez, qui en parlez autour de vous, qui m'identifiez dans des stories sur Instagram, qui tweetez, qui retweetez, qui facebookez, qui... Bon, je le dis pas à chaque fois, mais voilà, je vous vois et ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau comme tous les mardis. Je suis en train de vous préparer plein de trucs, il y a plein de trucs qui arrivent, ça va être complètement fou. Donc je vous fais des bisous, j'y retourne et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et juste au moment où on croyait qu'il n'y avait aucun adversaire pour le Tyrannosaurus Rex de la Batcave, le pénisseur arrive avec son gros... je ne m'en remets pas, je veux rencontrer le designer.